Je vais vous présenter donc de gauche à droite puis au centre. Donc Marie-Sophie L. Marie-Sophie L. Voilà. Vous êtes naturopathe depuis 30 ans et vous êtes RAW-chef, donc naturo-chef, R-A-W, vous nous expliquerez ce que c'est, naturo-chef depuis 2012. Vous êtes chef consultante à l'Alcazar et vous formez en fait à l'école Ferrandi. Vous avez publié plusieurs ouvrages qui sont L'instant cru en 2015, 2018 l'alimentation crue, une réponse aux dérives alimentaires, et puis un livre à paraître qui est Sentir pour ressentir. Donc là aussi on est dans l'émotion, si je suis bien informé. Catherine Veglio, vous êtes journaliste, romancière, vous explorez les questions européennes, économiques et de l'innovation, mais vous avez beaucoup travaillé, longtemps travaillé, sur les activités agricoles et entre autres sur la filière viande. Vous avez écrit bien sûr de nombreux articles d'orientation économique, mais vous venez de sortir un roman d'anticipation qui s'appelle La fête carnivore. Merci beaucoup, le livre est ici. Donc voilà, La fête carnivore, qui est un roman qui, vous en parlerez, on en parlera tout à l'heure, mais qui recentre effectivement le producteur, qui recentre en fait l'activité et l'intérêt que vous portez à un producteur et sa région, producteur de bêtes, en tout cas de bovins. Et puis notre, je sais pas, petit dernier, tout jeune, petit dernier, voilà, qui vient d'arriver, Jean-Baptiste Laverne, qui déjà est à 27 ans chef étoilé à Versailles, déjà depuis 3 ans, c'est ça? Depuis 4 ans, pardon. Depuis 4 ans, a déjà une étoile. Donc si vous avez 27 ans, vous l'avez eu un peu plus jeune. Donc bravo pour ça, effectivement. Et vous avez une carrière qui est passée par Gordon Ramsay, ensuite Yannick Aleno, ensuite le Cobea, et puis après ça, votre propre établissement à côté. Voilà. Et nous sommes rencontrés sur un sujet de production maraîchère. Voilà. Et c'est le sujet parce que vous avez travaillé des produits qui sont des produits de saison, des produits qui sont issus de production responsable, française, locale, avec une, une exigence particulière pour la protéine animale, qu'elle soit animale ou la viande ou le poisson, hein, parce qu'on parlait ensemble de ce sujet. Vous ne prenez effectivement que des poissons de ligne. Et vous avez souhaité effectivement démarrer ou créer un potager de plus de 500 mètres carrés pour accueillir tous les matins vos légumes, vos fruits, je ne sais pas, parce que c'est plutôt des légumes et quelques fleurs, je les ai vus en passant. Et vous nous expliquerez effectivement pourquoi cette démarche si particulière. Je vais revenir à Marie-Sophie. Qu'est-ce que c'est qu'un naturo-chef ou un naturopathe? R-A-W. Alors, en fait, naturopathe, vous savez ce que c'est qu'un naturopathe, bien sûr, voilà. Et raw, en fait, en anglais, ça veut dire brut, pur, cru. Et c'est une nourriture qui se passe complètement de cuisson, qui n'engage pas de produit animal, pas de farine, donc pas de coagulation par le feu, pas de gluten, pas de lait, pas de farine, pas d'œuf. Ce que je voudrais, c'est vous montrer, j'ai apporté Voilà, c'est juste parce que sinon vous pouvez pas imaginer que ce que je fais dans ma cuisine crue et végétale, vas-y, on peut passer vite, là, je veux juste vous faire Voilà, on peut faire un cheesecake sans farine et sans cuisson et sans produits laitiers. Je peux faire des crèmes non brûlées, mais sans produits laitiers non plus. Vas-y, on passe. Je peux faire des lasagnes. Donc évidemment, ce sont avec des courgettes. Enfin, je réinterprète complètement la cuisine traditionnelle par le prisme de la cuisine crue et je remets en équation. Je fais des tombées au sel. C'est-à-dire, je ne cuis pas, je tombe au sel. Le sel ne cuit pas, il brise la cellule et voilà, ça fait des légumes al dente. Par exemple, là, je fais un taboulé avec des graines de chanvre, hyper riche en oméga 3, etc. Et quand je fais un risotto, c'est un risotto. Ce n'est plus du riz cuit. Ce sont des légumes racines que je débite de la taille des grains de riz. Ça t'intéresserait énormément. Faut qu'on cause. Et là, ils vont non pas donner la réplique à la sauce que fait le riz dans un risotto. Ils vont dialoguer les grains de panais avec leurs notes de réglisse ou les grains de chou-fleur avec leurs notes un peu soufrées vont dialoguer avec la truffe avec beaucoup plus d'intimité
que l'urine saurait le faire. Et les réglisses, les panais réglissés avec les cèpes. Donc là, il y a une vraie nourriture en 3D, il y a une vraie façon de renouveler la tradition culinaire. Et c'est énorme. Ça a changé ma vie, j'ai changé ma vie pour cette nourriture. Voilà. Donc, je vous montre tout ça juste pour que ce ne sont pas des crudités, encore moins des salades. Et mon livre, L'Instant Cru, qui est réimprimé pour la 7e fois en même pas 4 ans. 4 ans. Voilà, c'est tout ça. C'est un univers complètement extraordinaire avec une nourriture très vibrante qui convoque les sens différemment, qui n'est pas du tout, qui propose une vivacité, une franchise de goût qui est incroyable. Et d'ailleurs que j'en parle en dernier, excellente pour la santé et la vitalité. Aux États-Unis, ils soignent des cancers et des maladies dégénératives avec cette nourriture-là. Moi, j'en parle même pas parce que j'ai pas envie de dire manger c'est bon pour la santé. N'empêche que c'est garant d'une vitalité incroyable puisque il y a toute l'intégrité des enzymes, des minéraux, des vitamines, etc. Je m'arrête là. Mais alors, pourquoi on est arrivé où est-ce que vous avez découvert cette forme de cuisine? Est-ce que c'est une cuisine? Est-ce que c'est un état d'esprit? Est-ce que c'est une philosophie? C'est quoi tout ça? C'est tout ce que vous avez. C'est tout en même temps. Ben voilà, en fait, j'ai fait un jeûne un peu long. Et à l'issue de ce jeûne, j'ai remis les compteurs à zéro. J'ai fait un vrai silence. Donc là, j'ai pu écouter dans le silence de mon organisme ses vrais besoins. Et je suis sortie de ce jeûne en ayant envie de ne consommer que des aliments crus. Plus d'aliments cuits, transformés, que des fruits, des légumes. Et là, mon univers gustatif, olfactif, mon paysage s'est ouvert incroyablement. J'ai fait le tour d'une pomme, j'ai goûté comme si je regoûtais pour la première fois. Et je n'ai plus envie de manger cuit. J'ai découvert après que c'était un mouvement aux États-Unis, les crudivores, je trouvais ça très laid comme mot, qu'il y avait des écoles de cuisine crue. Je me suis précipitée donc à San Francisco dans toutes ces cuisines. Et là, je leur ai fait des trucs qu'ils n'avaient jamais vus, parce que j'ai mis cette cuisine naturellement en équation d'une façon excellente. Donc vous êtes tombé dedans il y a quelques années. 7 ans. C'est 7 ans, effectivement, avec des choses étonnantes, sur la vue. Alors, il n'y a pas de viande. Alors, je vais tout de suite, on va revenir dessus, mais il n'y a pas de viande. Alors, on va s'adresser à Catherine qui, elle, a écrit un roman d'anticipation sur la viande. Alors, on ne va pas forcément opposer, parce que Fabrice n'est plus dans la salle, mais le sujet n'est pas d'opposer, mais le sujet est de comprendre. Donc, la question, c'est qu'est-ce qui vous a donné l'idée d'écrire ce roman? Est-ce que la fête carnivore, c'est la peur d'un avenir aux métropoles qui sont très verticales, avec plein de high-tech. C'est la peur de ne plus avoir du tout de viande à goûter. Qu'est-ce qui a fait? Qu'est-ce qui était l'origine de cette idée et de la mettre sous forme de roman d'anticipation? Près du menton, là. Oui. Moi, je suis simplement une petite sapiens omnivore. Donc gourmande et un petit peu éclairée, parce qu'il est vrai que j'ai eu l'occasion au début de mon parcours journalistique en presse agricole de rencontrer des éleveurs, et je dis bien des éleveurs, pas des producteurs. C'est une grande différence dans le monde de la viande qui va se vérifier de plus en plus à l'avenir. Et j'ai compris, et ça m'a beaucoup touché, le témoignage du producteur de fruits, parce que vous avez vu la passion. Ce sont des métiers, le métier de l'élevage. Vous travaillez avec du vivant, avec de la matière. Votre capital, il est sur pattes. Et c'est tout votre capital. Donc, vous ne faites pas n'importe quoi. Il y a beaucoup de contraintes. Souvent, vous ne gagnez pas votre vie. Donc, si vous le faites en coopération avec l'animal et vous le faites avec passion. Donc, moi, j'ai compris que ces gens, s'ils produisent, in fine, effectivement, pour que nous, on mange ou on ne mange pas de viande, c'est un choix, une liberté. C'est d'abord parce qu'ils aiment leurs animaux, et ça, je tenais à le dire en introduction. Et pourquoi j'ai écrit ce livre? Bien, par ces rencontres, il y a longtemps. Et puis aussi, c'est une anecdote, une double anecdote. En 2011, après Fukushima, la catastrophe de Fukushima, j'ai lu dans Libération le témoignage d'un éleveur qui était sur la zone contaminée. Donc, il est parti, et souvent, on n'y pense pas pendant les guerres et tout ça. Les animaux, eux, restent. Ces bêtes erraient, et il a bravé l'interdit. Il est retourné voir son animal, et il s'est prosterné, il a enlevé sa casquette. C'est raconté, c'est très, très bel article dans Libé. Et
il est revenu voir ses animaux et il a dit je me suis prosterné parce qu'il devait les abandonner et je pense que les bêtes me comprennent. Et ça, je pense que tous les éleveurs du monde aussi ressentent ça parce qu'il y a une véritable communication avec l'animal. Et l'autre anecdote, je me promenais dans la campagne hongroise pendant l'été 2014 chez une amie chère hongroise et je vois un grand panneau avec un animal magnifique, une vache grise avec des cornes en forme de lyre. Et je lui dis, mais qu'est-ce que ça signifie ? Elle me dit, écoute, c'est quelques éleveurs, c'est vers le sud de la Hongrie, vers le Balaton. C'est une race qui a failli disparaître et quelques éleveurs se mobilisent pour la relancer. Et en fait, il s'agit de la race grise de Hongrie, qui est une des plus grandes races à viande. Au Moyen-Âge, c'était une vache qui faisait sur pied, puisqu'avant, les animaux se déplaçaient sur pied, arrivaient dans les villes pour les tuer, pour les manger, enfin bref. Et elle franchissait comme ça des kilomètres. Elle partait de Hongrie, elle allait jusqu'en Europe du Nord. Donc ce sont des très belles histoires. Et moi, je me suis dit, est-ce que on commençait à parler du débat élevage, manger de la viande, pas manger de la viande, ce débat montait. Je me suis dit, est-ce que ça pourrait disparaître ? Est-ce qu'un jour, on pourrait voir ce que le grand anthropologue Lévi-Strauss imagine, parce qu'il a beaucoup travaillé après la crise de la vache folle, il a fait beaucoup d'articles. Pourrait-on voir un jour des bêtes d'élevage errer, abandonnées ? Cette perspective m'effraie beaucoup. Et c'est là que j'ai imaginé ce récit d'anticipation où je mets en scène un éleveur avec ses animaux qui est dans un monde qui est devenu majoritairement hostile à la nourriture carnée. Mais la viande est quand même restée un produit de grand luxe. Et donc, sont les derniers carnivores qui habitent en ville parce qu'il y a une très forte métropolisation avec une nature très policée, très organisée dans les villes. Et puis, dans ces grands espaces vides, j'ai imaginé des zones qui sont placées sous surveillance, qui sont dédiées à l'élevage bovin. Et cet éleveur, va se battre pour continuer son histoire, peut-être d'une autre manière. Et la fiction, en fait, ça me donne une grande liberté pour poser les questions qu'on se pose ici depuis le début de la matinée, c'est-à-dire que mangerons-nous demain ? Qui prendra le contrôle de notre alimentation ? Mangera-t-on encore de la viande ou non ? Enfin, beaucoup de questions. Ah oui, une chose que je voulais ajouter, parce j'ai beaucoup parlé du côté carnivore, mais je tiens beaucoup au début du titre, c'est quand même la fête, et on l'a beaucoup entendu ici. Le plaisir de manger, le plaisir du partage, c'est vraiment au fondement de nos pratiques alimentaires. Et manger la viande, c'est ça, c'est le partage. Et même dans la chasse, je vais parler de chasse, comme ça j'irai jusqu'au bout de l'horreur. Les vrais chasseurs, en fait, dans la chasse classique, traditionnelle, ils mangent pas l'animal qu'ils ont tué, ils le partagent, ils le donnent à d'autres. Et c'est ça aussi, manger de la viande. Alors, dans votre livre, effectivement, on parle pas mal de goût. En tout cas, il y a des beaux passages sur le goût de la viande et la façon de la préparer. Donc, c'est sans opposition, hein, puisqu'on est tous omnivores, mais vous y avez une allégorie à l'élevage et à ces terroirs, ces territoires, ces gens de caractère qui rencontrent effectivement sur des lieux de caractère et qui font des produits superbes. Jean-Baptiste, qu'est-ce qui vous a poussé au-delà de la cuisine ? On ne va pas forcément parler de la cuisine là aujourd'hui, au cas de la vôtre, mais c'est le côté maraîcher. Vous êtes un cuisinier maraîcher. Qu'est-ce qui vous a poussé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est très nouveau hein, pour moi. Bon, vous êtes très au courant puisqu'on l'a fait ensemble. En fait, moi, ce qui m'a poussé, c'est que j'écoute je suis là depuis peut-être 1h30. J'ai écouté un discours hyper intéressant et je suis d'accord avec la quasi-totalité. C'est vrai qu'il y a un réel problème pour nous, même moi, cuisinier, qui fait très attention à ce que j'achète parce que pour moi, ça fait partie, c'est au moins 50% du boulot d'un cuisinier. Je pense que c'est de bien acheter parce que c'est essentiel. Le souci qu'on a aujourd'hui, c'est que même moi, qui passe par les meilleurs fournisseurs qui puissent se faire aujourd'hui, je suis obligé de centraliser parce qu'aujourd'hui, je peux pas passer par un producteur qui fait de la salade qui est dans le 77, un qui va me faire, je sais pas, les poireaux dans le 91.
c'est impossible en fait. C'est pas envisageable parce que on peut pas être livré, parce qu'on n'en a pas le temps, parce que ça coûte des sous, parce que tout ça. Et effectivement, je pense que même moi je suis toujours passé par des petits producteurs. Sauf que, comme l'a dit monsieur qui était à cette table juste avant, c'est qu'un poireau qui a été cueilli il y a 4 jours, parce qu'il est passé par Rungis à un moment, même s'il a été reçu par le meilleur fournisseur, il a quand même 4 jours. Voilà. Et aujourd'hui, moi j'ai pris cette décision-là de simplifier les choses et d'avoir un vrai regard sur ce que je suis en train de servir, un regard concret. Je vois le légume pousser et ça, je trouve que ça n'a pas de valeur. Parce que le jour où je vais décider de le sortir de la terre, je vais le servir le midi, quoi. C'est magique pour un cuisinier. Ça met la chair de poule, moi, quand je dis ça. Non, mais je trouve ça génial, en fait, juste. Non, mais c'est vrai et je tiens vraiment. Je pense qu'il y a un problème. C'est des valeurs qui ont été perdues. Moi, je suis originaire de Corse. Du coup, j'ai eu cette chance-là. J'ai été éduqué quand même au potager, à ce rapport à l'animal, à rapport aux légumes, à tout ça. À respecter parce qu'on en a besoin, en fait. Parce qu'on cultivait pour se nourrir, tout simplement. Et qu'il y avait un réel, voilà, c'était des paysans, quoi, mes arrière-grands-parents, mes grands-parents. Et aujourd'hui, je vois avec, moi qui suis tout jeune, donc encore les plus jeunes qui sont avec moi en train de travailler, en fait, ils savent pas. Tout simplement, en fait. Oui, ils savent ce que c'est un céleri, effectivement. Mais sauf que de le planter, de le voir pousser et d'un moment aller le cueillir, il s'est passé des choses, quoi. Et là, c'est pour ça que je me suis engagé avec eux tous les matins. Du coup, déjà, on a lancé la chose. Il y a une partie de l'équipe qui vient avec moi et qui vient planter, qui vient brancher le réseau d'eau, qui vient brancher tout ça. Et en fait, c'est un échange qui est absolument merveilleux, je trouve, vraiment. Bravo pour l'idée. Alors, c'est vrai que cueillir le matin et préparer pour l'heure du déjeuner ou le soir, c'est ce que d'aucuns peuvent faire dans la cueillette qu'on a à côté. C'est pas de la pub, mais nous cueillons. Non, mais on parle du goût. Il faut les cueillir à la fraîche le matin, ça n'a pas le même goût qu'en plein midi, c'est une évidence. Et cueillir la fraise et puis la prendre, non pas sur le champ parce qu'elle est trop tiède, trop chaude, mais chez soi, un peu plus fraîche, c'est merveilleux. Et c'est la même chose pour tous les légumes qu'on a la possibilité d'offrir. Donc ça, c'est une chose importante. À la fois ce circuit très court. Alors, on ne va pas revenir sur le débat qu'on avait avant, mais cette notion de circuit très très court. Entre viande, poisson, légumes, vous choisissez quoi? Vous êtes au milieu? Non, moi je pense que c'est un choix très personnel. Moi je pense qu'on peut respecter l'animal en mangeant de la viande. Je pense qu'on peut manger du poisson. En fait non, je suis pas d'accord parce que non, en fait non parce que c'est ce que je vous disais au téléphone quand on a fait une réunion, c'est que j'en ai un peu marre moi qu'on parle tout le temps la viande ou le légume. Oui, ok, c'est vrai, il y a la viande ou le légume. Pourquoi on parle jamais du poisson? Pourquoi on parle jamais de tout ça? C'est absolument catastrophique ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire qu'un poisson qui est asphyxié sur un pont de bateau, ça ne dérange personne, ou beaucoup moins en tout cas. Alors qu'il n'y a pas plus triste comme mort, quoi. Donc aujourd'hui, moi j'aime aller au bout des choses. Donc je me suis renseigné. Donc effectivement, une chose est sûre, c'est que prendre du poisson de chalut, ça faut arrêter. Mais clairement, faut arrêter, vraiment. Ok, c'est moins cher, mais c'est catastrophique ce qui est en train de se passer, vraiment. Que tout le monde en prenne conscience. Tout le monde commence à en prendre conscience, mais je pense que ça dépend de beaucoup de choses. Donc le poisson ligne, c'est sûr que c'est beaucoup mieux. Mais alors si on parle de souffrance animale et de bien-être animal, alors là on n'y est pas du tout. Donc nous on a commencé à faire une technique de pêche donc qui est toujours de la ligne, sauf que c'est des poissons qui sont ramenés donc vivants sur terre, ils sont mis dans des viviers. Donc c'est les Japonais technique japonaise. Donc ça s'appelle Ikijime. Donc au restaurant, nous on reçoit les poissons vivants maintenant. Donc effectivement, c'est moi qui les tue. Donc je vous avoue que c'est pas ma partie préférée de la journée, mais en même temps, je me dis que la souffrance ça dure à peu près 5 secondes. Donc en fait, ça consiste à taper dans le cervelet. Donc le poisson meurt sur le coup. Passer une aiguille très fine le long de l'arête centrale, ce qui va le saigner et retirer toutes les parties nerveuses. Donc on va avoir une chair très nacrée, très blanche, et d'une qualité superbe. Et même ça, pour vous dire, je pense que l'excès, en fait, le souci qu'on a aujourd'hui dans notre société, je pense que c'est l'excès, parce que pas plus tard que hier, je suis revenu un peu dépité parce que je regardais un truc sur Internet justement à ce sujet-là,
Et je lis un article d'une journaliste qui écrit en clair que comme tout dérapage, maintenant il y a les chefs de toute la France qui veulent du poisson vivant, enfin ceux qui en tout cas qui sont concernés, qui veulent du poisson vivant, sauf qu'à un moment, du poisson vivant, il doit pas être à Paris parce qu'il a fait 500 km de camions dans des viviers, que peut-être qu'il a manqué d'eau, peut-être qu'à un moment, voilà. Donc le souci, c'est que je sais pas quoi faire, en fait. Donc c'est compliqué. Faudrait pouvoir vérifier tout de A à Z. Et on revient sur le sujet qu'on a eu au départ, c'est qu'aujourd'hui le légume, moi je suis content de l'avoir vu de A à Z. Voilà. D'accord. Juste un petit mot sur le poisson, parce que c'est vraiment une façon totalement différente de goûter du poisson avec cette technique-là, qui est une technique japonaise. Et pour ceux qui ont la chance, effectivement, d'aller au Japon et entre autres à Tokyo, au marché au poisson, où c'est fait comme ça, le poisson n'a rien à voir. Enfin, le goût du poisson n'a rien à voir parce que le sang est parti. Bref, faut pas rentrer dans un sujet purement de cuisine, mais c'est vrai que c'est quelque chose de très particulier. Il n'y a pas de choix à faire, rien ne s'oppose d'après ce que je peux comprendre. Le sujet, c'est qu'est-ce qui peut nous rassembler, en fait, qu'est-ce qui peut vous rassembler, le respect du produit, le respect du producteur, l'exigence, une façon un peu politique de dire les choses, qu'on en parlait tout à l'heure avec Marie-Sophie, en disant que c'est plutôt un acte politique, un acte un peu militant. C'est quoi? Non, près du ouais, ça marche. C'est en même temps, manger, c'est vrai que c'est un acte politique, puisque quand on achète un produit, on vote pour toute la chaîne de production en amont. Quand on achète bio, on vote pour le respect de la terre. Enfin, ça, vous avez tout ça. C'est aussi un acte poétique, parce que à nous de choisir, de se comporter en poète ou en prédateur. Sapiens, nous sommes tous, mais pas forcément pour saper tout ce qui se passe et se comporter en prédateur. Voilà. Donc, effectivement, manger peut être un acte dans lequel on peut remettre de l'élégance, ne serait-ce qu'en cultivant, en cuisinant pour les autres, en acheminant, en distribuant, en partageant. À tous les niveaux, on peut remettre de l'élégance. Un mot sur ce sujet-là, Catherine? C'est que ce qui nous réunit, c'est effectivement de se dire à un moment l'excès. Là, ça suffit. Et ça, on le voit nettement dans le milieu de la viande. Là, pas plus tard qu'avant-hier, mais j'ai jamais la mémoire. Ce sont des auteurs allemands, donc je regarde mes notes. Je le disais, j'ai commencé à lire un très bon livre fait par une journaliste allemande, un ingénieur agronome allemand. Elle s'appelle Marianne Lanzetel et Wilfried Baumert. Et ça s'appelle « La fin de l'alimentation. Comment le changement climatique va bouleverser ce que nous mangeons ». Et moi, j'ai été très intéressée parce qu'ils sont allemands, donc ils sont allés enquêter sur ces usines à cochons, mais à côté, les producteurs bretons, c'est des petits, quoi. Hein. Alors, pour vous dire, hein, c'est vraiment la production intensive. On peut comparer aux feedlots américains des États-Unis pour la viande bovine, sauf que leur système est dans une impasse parce que ces gens-là, pour nourrir leurs cochons en batterie, il n'y a pas les hectares disponibles pour faire. Là, on marche sur la tête. Hein, il n'y a pas les hectares disponibles en Allemagne ni en Europe pour faire la nourriture pour les cochons. Donc, ce qui se passe, c'est qu'ils sont à 100% dépendants de l'Amérique latine, des producteurs de soja d'Amérique latine. Premier producteur, le Brésil, qui lui, pour cultiver ce soja, continue de détruire des milliers de forêts amazoniennes. C'est un scandale environnemental. Sauf que en ce moment, au Brésil, il y a des chercheurs, des climatologues qui sont très inquiets parce qu'ils se rendent compte que la culture de soja commence à souffrir. Il y a eu des sécheresses, il y a eu moins de soja. Et ils sont en train de calculer que si, malheureusement pour nous tous, le réchauffement climatique, les prévisions qui sont données par le GIEC se réalisent, c'en est fini du soja actuel d'Amérique du Sud, du soja brésilien. Parce que les variétés actuelles ne sont pas du tout adaptées à ce réchauffement climatique. Et en agriculture intensive, c'est ça le drame, c'est comme un énorme paquebot. On ne peut pas tout de suite virer de bord, c'est très long. Il y aura énormément de casse, donc il y aura des casses des deux côtés. Il y aura la casse là-bas pour les producteurs de soja et il y aura la casse chez mon producteur allemand de porc qui est complètement dépendant. C'est-à-dire que si le cours du soja augmente de 50%, le modèle intensif allemand
excusez-moi, mon langage, mais ils se cassent la gueule. Donc, au bout d'un moment, effectivement, l'excès, c'est une impasse sur le plan économique, c'est une impasse sur le plan environnemental, et c'est une impasse sur le plan humain. Parce que moi, je veux bien qu'on parle de souffrance animale. Je suis tout à fait d'accord. C'est scandaleux. Il faut essayer, effectivement, de donner la meilleure condition de vie aux animaux. Mais il ne faut pas oublier que les gens qui travaillent dans ces productions intensives, par exemple, je reste sur mon exemple de porc allemand. Eh ben, cet éleveur-là, il a aussi beaucoup de souffrance. Exactement pareil dans les abattoirs. Quand on a parlé de la souffrance animale, c'est vrai qu'il y a eu des abattoirs voyous, mais il faut pas non plus exagérer. La plupart de nos abattoirs sont aux normes. Il faut pas faire non plus de certaines affaires une généralité. Il faut quand même raison garder. Mais dans ces abattoirs-là, il y a une énorme. Je vous conseille aussi de lire un très bon petit bouquin d'un journaliste qui s'appelle Le Guilcher, qui s'est carrément fait passer, qui s'est fait embaucher. Et donc, il a fait vraiment un reportage de terrain. Et il y a une énorme souffrance humaine dans l'agroalimentaire industriel à outrance. Maintenant, il faut vraiment pas faire de généralité. Donc voilà, ce qui nous réunit certainement, c'est stop à l'excès et revenons effectivement. Et c'est ça aussi, ce roman. C'est ce que j'essaie d'expliquer, c'est que un éleveur, c'est vraiment une coopération de travail. Et quelqu'un de vos intervenants l'a dit, la source du goût, elle est d'abord chez le producteur. Il faut quand même bien qu'il élève bien son animal, qu'il le nourrisse bien, effectivement qu'il le traite bien, pour que la viande, puisque je suis censée ici parler de viande, elle soit bonne. Tout le montre. Si vous mangez un bœuf qui a été élevé à l'herbe, au grand air, eh ben oui, et puis qui n'est pas vendu trop jeune, ça c'est très important, parce que plus on fait de la productivité, plus on vend l'animal jeune, et moins il est bon, parce que moins il a du gras dans la viande qui fait qu'il est bon. Tout ça fait que la condition initiale de la manière dont il aura été élevé se retrouve aussi directement dans nos assiettes. C'est vrai que il y a aussi le bœuf auquel on fait écouter de la musique de Mozart, qu'on masse aussi. Ça s'appelle le bœuf Kobe. Ça vaut un prix fou. Personne ici pourra véritablement manger ou goûter ce que c'est. Là, ce dont on parle quand même, je suis pas elle de 114, mais je les connais bien et je trouve que ce sont des passionnés qui militent quand même pour quelque chose qui fait sens pour eux et qui peut trouver sa place. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils sont entendus. Ce que l'agroalimentaire produit, ce que les industriels produisent en termes de viande, c'est juste immonde. Et en plus, c'est dégueulasse pour la santé, puisque c'est du bœuf qui n'est pas la relation avec l'animal où l'éleveur se prosterne devant son animal. Il est juste mal nourri, traité avec des antibiotiques, ça devient des perturbateurs endocriniens, des dérèglements hormonaux, et c'est de la merde. Oui, donc, non, mais ça, c'est les deux, à mon avis, ça va être les deux faces du balancier très loin, mais on va trouver un équilibre. Bien sûr que ça doit exister parce que c'est dénoncé de toutes les façons. Et puis ça rend très malade puisque c'est pas bon. Cette viande-là n'est pas bonne. Celle auquel les gens nous connaissons et l'année dernière ou il y a 2 ans est intervenu un garçon qui s'appelle Christian Valette et qui élève des vaches en Aubrac et qui fait très attention d'abord à la nourriture. Et la première personne que j'ai rencontrée en visitant son élevage, c'est un nutritionniste. C'est pas un vacher, c'est pas le patron du truc. La première personne qu'on va présenter, c'est lui, parce que pour aller brouter les boutons d'or du haut des plateaux de l'Aubrac, effectivement. Donc on trouve de tout. À nous de pouvoir effectivement avoir la capacité au discernement. Donc on compte sur les cuisiniers, en tout cas, ils sont là en fait pour nous donner des indications sur le choix du produit, ce qu'on disait tout à l'heure. Mais donc voilà, ce qui peut rassembler peut-être, c'est cette notion d'exigence par rapport au choix que vous avez fait, en disant je fais une cuisine à base de végétal, je mets en avant la qualité d'un éleveur et de son élevage. Et puis là, on n'oublie pas les poissons, parce qu'on en a parlé 3 fois, effectivement, en disant que il faut faire attention, mais il va falloir qu'on fasse des choix. Et ce que je comprends de ce que vous me dites, c'est plutôt peu bien choisi, de très bonne qualité, plutôt que beaucoup et pas terrible. Mais je pense qu'il faut... Enfin, moi, j'en vois plein au restaurant parce que c'est mon quotidien, mais j'ai des gens qui sont végétariens, véganes, voilà, je m'adapte. J'ai pas de souci, au contraire, ça me fait plaisir. Mais donc des végétariens qui mangent des œufs, tout ça... C'est-à-dire que tu manges des œufs, c'est-à-dire que si je te sers des œufs qui ont été enlevés en batterie, ça pose pas de souci, quoi.
Si vous voulez, il y a une incohérence dans le... tu peux très bien manger de la viande, de la très bonne viande qui a été très bien élevée. Tu peux manger des œufs plein air, voilà, avec des poules qui ont été heureuses. Il y en a trouvé un. Enfin, faut juste être cohérent dans le discours. Tu peux pas dire, je mange. En fait, c'est trop à l'extrême. Je pense qu'il faut faire des choix intelligents, des choix qui sont judicieux et pas pousser à l'extrême comme on fait souvent dans notre société. On fait, oui, peut-être un peu trop souvent, effectivement. Donc l'heure tourne parce qu'on a passé 3 heures. Merci beaucoup pour tout ça. On va prendre des questions si vous avez des questions dans la salle. Merci pour vos interventions. C'est toujours trop court. Est-ce qu'il y a quelques questions? Ah il n'y a pas de questions. Il n'y a pas de questions, malheureusement, il n'y a pas le temps de la réflexion. En revanche, parce que voilà, on est déjà à 4h30 et je me suis fait, c'est de ma faute, débordé par la table précédente. Monsieur Priolet, mais si. Voilà. Merci en tout cas. On vous retrouve de tout à l'heure, en tout cas sur les différents livres en tout cas.